Pourquoi une femme peut pas devenir pape? Une grande question, là encore ça demanderait tout un débat. Mais tout simplement parce que, on se base en fait sur, la tradition de l'Église catholique qui depuis les origines a toujours voulu s'entourer de prêtres qui étaient des hommes pour pouvoir reproduire un peu le collège des apôtres autour de Jésus. Et Quand vous vous êtes avez appris hier matin la mort du pape, quelle a été votre réaction? Bah, en fait, on est toujours saisi aux tripes quand même parce qu'on s'y attend depuis longtemps, depuis 3 mois quand même maintenant, à peu près Mmh. 2-3 mois. On sait que ça va arriver. Typiquement, on fait des préparatifs aussi pour être, capable de dire quelques mots dessus quand ça arrivera. Mais en même temps, on reste dans un esprit un peu de prière et de concentration et c'est vrai que, tout d'un coup, alors que on avait vu des images juste la Mmh. veille, on avait l'impression qu'il y Ça avait allait quand même mieux. une possibilité que quelques mois encore au moins, quoi. Et en fait, non. Donc on s'est rendu compte que c'était voilà, c'est un peu dur. On accueille ça et puis on essaie aussi de rester debout pour pouvoir accompagner tous ceux qui nous entourent. Mais beaucoup disent finalement il est mort un lundi de Pâques. C'est à la fois bien sûr triste, mais c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Ouais, je trouve que le timing, si j'ose dire, est vraiment très providentiel, en fait. Parce que, le lundi de Pâques, c'est le premier jour de l'octave, donc on fête Pâques comme si c'était Pâques, pendant 8 jours. Et donc, tout d'un coup, on reçoit cette nouvelle, mais en même temps, voilà, ça fait des sentiments mitigés, à la fois la résurrection du Christ, la mort du pape, la venue d'un successeur plus tard. Ça change beaucoup de choses, mais on essaie de rester un peu positif Comment vous aussi. le qualifieriez, ce pape François, alors? Pour vous, c'était quoi? C'était un pape simple, un pape de gauche, un pape de son temps? Bon alors, chacun de ces qualificatifs mériterait de s'y attarder un peu. Je pense qu'il était oui, il était simple, c'est-à-dire qu'il avait une vie simple, il avait une approche simple aussi de sa propre personne, de sa fonction sans doute, ce qui a permis justement de la faire, un peu évoluer aussi dans le regard des autres et puis, de gauche, non, ça je dirais pas ça quand même. C'est vrai que c'est un qualificatif facile, un peu trop français peut-être. Voilà, on peut pas mettre dans toutes les cases issues de la Révolution française, droite-gauche, voilà. Il était surtout un Argentin, né en 1936, de parents immigrés, jésuites, qui a toute son histoire. Il faut Mais, savoir, s'adapter à mais ça. on a dit qu'il était finalement plus tourné vers le sud. On a même dit qu'il était finalement tiers-mondiste et donc l'Europe, l'Occident l'intéressait assez peu finalement. Bah, c'est vrai que quand on regarde un peu ses voyages, il en a fait, 47 voyages apostoliques dans une soixantaine de pays, ce qui est beaucoup parce que le rythme était en fait assez soutenu, sur une douzaine d'années. Donc c'est plus que Jean-Paul II en fait, qui avait voyagé Mm. énormément. Mais en même temps, il a toujours privilégié les endroits un peu perdus, quoi. Son grand souci, c'était, je dirais pas de tiers-mondiste, mais je dirais qu'il avait vraiment envie d'aller à la rencontre des peuples un peu, pas très Mm. connus. Il voulait mettre un coup de projecteur sur une Mm. situation, sur une population, sur, une ethnie parfois. Et donc, c'est vrai qu'il avait un sens des priorités qui était un peu nouveau pour nous. Ouais. Notamment lorsqu'il a désigné des cardinaux. Je crois que d'ailleurs près de 80% des cardinaux qui seront réunis en conclave ont été choisis par ce pape. Il a choisi des cardinaux dans des pays où finalement qui étaient assez peu chrétiens. On lui reprochait finalement de se tourner vers ces pays-là, alors que de grands pays catholiques étaient peut-être un peu laissés au second plan. Bien sûr, ça surprit, puis il faut le dire et le reconnaître, mais c'est pour ça que c'était une approche pastorale un peu différente, un peu nouvelle. Non seulement dans des endroits très lointains, il est allé chercher des cardinaux parce que le rôle d'un cardinal, c'est d'être en fait le conseiller proche, privilégié du pape. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui doit être cardinal d'un immense pays. Il a même parfois créé des cardinaux à partir de simples prêtres, ce qui s'était pas vu depuis très longtemps quand même, y compris parfois très âgés. Donc ça montrait aussi qu'il avait envie de s'entourer de personnes qui avaient une qualité différente pour pouvoir aider un peu sur le travail du Saint-Siège. Quels sont les critères, sur lesquels vont se baser les cardinaux pour choisir le nouveau pape? Je pense que les cardinaux doivent d'abord avoir une vision un peu large. Ils vont regarder en arrière, ils vont faire le bilan. Là, on a l'enterrement du pape à la fin de la semaine, donc tout le monde va Samedi rester un matin, hein. peu On ouais, a la, samedi matin, on a la 10 date, heures. samedi matin. 10 heures, donc ça veut dire Vous que irez? non, 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 moi j'ai du travail en paroisse et je vais laisser, des personnes plus importantes se rendre sur place, mais je reconnais que je vais suivre ça quand même, bien sûr, comme tout le monde, comme nos paroissiens, dans le 12e arrondissement de Paris et partout. Revenons aux Et critères, donc, pardon. ouais, Non, moi, comment Attends, on attends, choisit qu'est-ce qui fait qu'ils vont là, on voit des noms qui émergent, dans les médias, qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt il y a combien de cardinaux? Il y en a beaucoup qui se Il en réunissent? faut 120 pour élire un pape depuis Paul VI. Et Voilà. il y a 135 cardinaux qui vont participer au conclave. Ouais, Moi, 130. j'ai une petite statistique très précise. 80% donc créés par le pape François. Il y en a 23 d'origine asiatique, 53 d'origine européenne, 20 d'Amérique du Nord, 18 d'Afrique, 17 d'Amérique du Sud,
4 d'Océanie. Donc Et c'est donc, très et- réparti. et- absolument aucune femme. Pourquoi une femme peut pas devenir pape? Une grande question. Là encore, ça demanderait tout un débat. Mais tout simplement parce que on se base en fait sur la tradition de l'Église catholique qui, depuis les origines, a toujours voulu s'entourer de prêtres qui étaient des hommes pour pouvoir reproduire un peu le collège des apôtres autour de Jésus, qui était composé de 12 hommes. Donc il y a eu une espèce de transmission à ce niveau-là. Ça ne veut absolument pas dire que les femmes n'ont pas ni leur place dans l'Église et parfois une place très importante. Et d'ailleurs, le pape François l'a montré à de nombreuses reprises ces toutes dernières années en nommant y compris une femme à la tête d'un dicaster qui normalement est le rôle d'un cardinal. Ce qui prouve bien qu'on n'a pas besoin ni d'être évêque ni d'être cardinal pour être quelqu'un d'important dans l'Église. Mais donc, qu'est-ce que ça va être les critères? Alors les critères, je pense que Qu'est-ce qu'il encore, va faire Moi, j'aurais fait c'est- pape si on m'avait laissé. C'est quand même pas Ah oui, une très bien. petite Ça me laissait, décision. mais comme on m'a pas laissé, je me suis pas trop intéressée. Ah, C'est quel quand même dommage. pas une petite décision. En fait, je pense que s'ils gardent comme j'ai dit, un regard bien large, ils vont se tourner, ils vont regarder les 12 années qui précèdent. La première chose qu'ils vont faire, je pense, dans la prière, bien sûr, c'est de regarder un peu ce qui a été positif, ce qui a été plus clivant, et ce qui doit donc être un peu apaisé, poursuivi, modifié peut-être. Et c'est à ça que vont servir les prochaines semaines. Pendant plusieurs semaines, les congrégations générales vont permettre la rencontre de cardinaux qui très souvent ne se sont jamais vus en fait, jamais vus. Ils se connaissent pas. Donc Et il y a toujours des surprises parce que là, il y a déjà le petit jeu des pronostics dans les médias. En général, ces pronostics sont toujours démentis par la réalité. Par exemple, le pape François, personne n'avait vu venir, ce cardinal argentin. Donc, on peut s'attendre à tout, en fait. Oui. C'est très ouvert. En même temps, au risque de surprendre, l'Église catholique est la seule institution qui ne doit pas s'adapter aux attentes de sa clientèle. C'est vrai? oui, bien sûr, c'est vrai. L'une des grandes particularités de l'Église, c'est que justement, on a cultivé depuis très très longtemps, depuis presque les origines, cette espèce d'indépendance du pouvoir civil. Depuis l'empereur Constantin qui s'incrustait un peu dans les conciles pour pouvoir dire faisons comme ci, comme ça, mais jusqu'à après le fameux césaropapisme du 11e, 12e siècle où il y avait vraiment tout un enjeu pour l'Église d'être un peu indépendant. Et pendant très longtemps, ça a été compliqué. C'était le Saint-Empire romain germanique, c'était le roi de France, c'était les grandes familles italiennes qui disaient on va mettre tel pape, tel ci, tel ça. Alors maintenant, on a le conclave, cum clavé, donc avec les clés, on est bien enfermé. Le Camerlingue va y veiller et toute l'équipe des cardinaux. Monseigneur Farel. Exactement, Kevin Farrell. Et puis, ils vont réfléchir à comment poursuivre sur cette voie de l'indépendance. C'est vraiment Et important. à la peine de la disparition du pape, pour tous les catholiques, et je parle en tant que tel, va succéder une ferveur, une intensité de ferveur extraordinaire, une joie ineffable Oui, mais qui éclatera avec la promulgation du nouveau pape. le pape, c'est aussi un rôle politique. Et d'ailleurs, on est débatté. C'est pas seulement le chef d'une église, c'est pas seulement un chef spirituel. Il a un rôle politique. Jean-Paul II, par exemple, a eu un rôle considérable dans l'histoire du monde dans les années 80. Ce pape-là, il était engagé. Par exemple, il prenait plutôt fait et cause pour la cause palestinienne pour Gaza. Il demandait que le conflit entre la Russie et l'Ukraine soit résolu. Sur les migrants, il donnait un peu la leçon, il faisait un peu la leçon à ces pays qui refusent et qui ferment leurs frontières. Néanmoins, les résultats, ils sont pas là. Parce qu'aujourd'hui, a-t-il encore une influence ? Parce que finalement, ce qu'il a pu défendre n'a pas changé grand-chose. Donald Trump a été réélu à la Maison-Blanche, c'était pourtant son ennemi, entre guillemets. Les guerres se poursuivent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, un pape a vraiment une influence sur le monde ? Le christianisme a toujours été un peu un poil à gratter quand même, y compris pour les gouvernants. Donc c'est important de pouvoir avoir cet effet un petit peu urticant, parfois même si c'est pas très agréable, pour pouvoir éveiller ou maintenir éveillées les consciences, y compris celles des dirigeants du monde entier. Et ça ne veut pas dire qu'on va contre l'envie des peuples, parce que ce sont deux choses différentes, la politique, la spiritualité, la religion, mais ça veut dire qu'on les accompagne à notre manière et parfois avec le côté un petit peu fort de l'évangile. Le pape François et la question de la politique, c'est intéressant parce que oui, il a dit à un moment, d'ailleurs c'était en 2023 dans une interview, il a dit « Oui, je fais de la politique ». Et il a ajouté « Tout le monde devrait faire de la politique parce que la politique, c'est quoi ? C'est le mode de vie de la cité. C'est la vie de la cité. » Et donc il fait cette distinction. Il dit « Je fais de la politique, mais je ne fais pas de la politique de parti.